Aux États-Unis, il y a une information qui fait maintenant le tour du monde et qui fait, Dieu sait qu'elle fait le tour des États-Unis, c'est le meurtre par ICE, donc la police aux frontières, la Immigration and Customs Enforcement, de une femme blanche, c'est très important, lesbienne ou bisexuelle comme vous voulez, mais en tout cas en couple avec une femme, en marge des rafles qu'ils font. Alors, j'ai beaucoup parlé de ICE, oui, donc la Gestapo, la SA, voilà, en fait, toutes les comparaisons avec l'Allemagne nazie, elles seront forcément un peu bonnes quelque part, même si c'est pas exact et que des historiens vous diront peut-être que pas trop, mais voilà, ça fait depuis plusieurs mois, donc depuis que Trump est au pouvoir, que je vous bassine avec ICE. Donc, il y a plusieurs vidéos de ma chaîne, évidemment, où je parle des différents raids. Donc, globalement, ça fait depuis à peu près l'élection de Donald Trump que Trump s'est fait élire en promettant de mettre fin à l'immigration illégale, irrégulière, gna gna gna, etc. Et donc a déployé donc ICE, qui est donc la police aux frontières, qui est une administration à l'échelle de l'histoire des États-Unis. C'est une administration assez jeune. C'est une administration qui a émergé, il me semble, dans le contexte du 11 septembre et de la guerre contre le terrorisme. Bon, évidemment, ça vient des douanes, mais oui, c'est ça. C'est en 2003, en effet, que l'ICE a été créé en même temps que le fameux Department of Homeland Security. Et en fait, c'est des trucs qui ont été créés par la loi sur la sécurité intérieure, le Homeland Security Act, dans le contexte du Patriot Act, et de toutes les lois de guerre contre le terrorisme qui ont suivi le 11 septembre. Pourquoi c'est important ? Parce que la façon dont la culture professionnelle des gens qui travaillent à ICE et de son usage et du ciblage de son usage contre parfois même des ressortissants américains, mais donc sous le prétexte permanent du terrorisme et de l'immigration, informe énormément son usage aujourd'hui comme une police politique. Car aujourd'hui, ICE est utilisé de fait comme une police politique. Donc, cette femme, Renee Nicole Goods, Renee Good, c'est une dame états-unienne qui vit à Minneapolis, dans l'état du Minnesota. L'état du Minnesota qui est notoirement un état démocrate, on va y venir, c'est très très important comme contexte. Mais donc elle, c'était une dame qui a 3 enfants, qui venait de déposer son enfant à l'école et qui, comme cela se fait en fait depuis qu'il y a tous les raids de ICE, donc en fait ICE qui vient faire des raids pour embarquer et déporter des personnes présumées immigrés illégaux. Pourquoi je dis présumés immigrés illégaux ? C'est qu'en fait, ils font pas vraiment dans le détail. C'est-à-dire que même si tu as tes papiers, si tu es là avec un visa, ils vont te prendre quand même, ils vont te déporter. Si tu essayes de résister à l'arrestation de quelqu'un d'autre et que tu es un citoyen américain, ils vont t'arrêter et potentiellement te déporter aussi. Donc c'est une milice qui agit comme une police politique. Mais du coup, donc, les différents raids qu'a fait ICE pour rafler différentes personnes présumées immigrants illégaux. Pourquoi je dis présumés illégaux ? C'est parce qu'on a vu des images, j'en avais parlé en marge de la campagne électorale municipale pour New York. Au moment de la primaire, tu avais Zohran Mamdani qui était dans un ticket commun un peu avec Brad Lander. On avait vu des images de lui se faire mettre au sol par des agents de ICE dans les bureaux en fait d'une administration, parce qu'il y a une pratique que fait cette fameuse police aux frontières, c'est de camper autour et de rester dans les bâtiments administratifs où les gens vont aller régulariser leur situation. Donc c'est des gens qui peut-être sont irréguliers, qui peut-être ont un retard sur leur renouvellement de visa, ou qui peut-être pour X ou Y raison qui sont parfaitement dans le droit et prévus dans le droit, etc. Une pratique qu'a ICE, c'est de les embarquer à leur sortie de leur audience. Qu'ils aient remporté leur audience ou pas. Quel que soit le résultat de l'audience, c'est des gens qui se font interpeller à la sortie de l'audience, parce que comme sur le moment ils n'ont pas leur papier, tu peux pas nier ça. Donc il y a une guerre politique et administrative également que mène ICE contre l'état de droit encore en vigueur aux États-Unis sur les régularisations, etc., etc. Bref. Donc, il y a ce contexte-là où l'ICE mène des raids, à la fois des grandes rafles dans différents quartiers, dans différentes villes, où ils vont viser des quartiers d'immigration, ils vont viser des endroits où bossent les travailleurs étrangers, encore une fois, réguliers ou pas. Ils embarquent des gens qui sont réguliers, enfin bref, parce que c'est un détail qu'il faut même souligner. Et à la fois aussi des rafles plus ciblées à la source, entre guillemets, dans ces fameuses administrations. Et donc, depuis tous ces différents scandales, etc., tu as une partie de la population états-unienne qui a commencé à s'organiser, à s'auto-organiser, notamment dans des groupes de voisins, tout simplement, qui, au moment où ICE est présente dans leur quartier, ou alors au moment où ils ont des alertes comme quoi ICE est présente dans la ville, etc., c'est des gens qui sont souvent qui bossent pas ce jour-là, qui sont à la maison, ou alors qui sont des community organizers, comme on dit souvent, donc des militants locaux, en fait,
qui vont suivre les voitures de ICE pour filmer, pour documenter ce qu'ils font, pour essayer par exemple de, mettons quand ICE arrête quelqu'un, d'avoir leur nom complet et leur état civil pour pouvoir suivre après dans les trucs de l'administration, parce que beaucoup de personnes ont disparu en fait techniquement tu es censé avoir un suivi administratif quand tu te fais déporter, mais beaucoup de personnes disparaissent de ce suivi administratif, donc c'est pour suivre si on arrive à voir où est-ce que cette personne se fait embarquer, où est-ce que cette personne se fait déporter, ou alors est-ce que cette personne disparaît des trucs de l'administration. Donc l'utilité notamment donc, de ces organisations de voisins, c'est de documenter, d'avoir des images et de réunir les noms des personnes qui se font embarquer pour pouvoir avoir un suivi et une vigilance en fait, et une documentation de qu'est-ce qui finit par leur arriver. En 2025, il me semble qu'il y a eu 32 morts pendant leur détention. Oui, alors le nombre de morts en détention est énorme, le nombre de morts pendant les interpellations où t'essaies de fuir ICE et ils dégainent, ils te butent. Genre t'es aux USA et pouf, en 5 minutes tu peux atterrir dans un pays sans même savoir où t'es. Alors très souvent c'est plutôt dans un autre état, et ensuite en effet c'était le cas du scandale des déportations au Salvador. J'avais aussi consacré un best-of, un live à ce sujet-là. T'en as en effet qui se sont retrouvés au Salvador en mode déportation dans la fameuse prison Secot, qui est la prison un peu de propagande du gouvernement fasciste de Bukele. Mais généralement tu te retrouves plutôt dans un autre état, et alors là, bonne chance avec la bureaucratie interétatique et des services administratifs fédéraux pour espérer avoir le moindre suivi ou la moindre information, parce que c'est pas nous, c'est un autre état qui gère ça, on sait pas où ils ont été emmenés. Bref. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette femme, Renée Good, était présente dans la rue. C'est une mère de famille qui est femme au foyer et qui, ce matin-là, était allée déposer son fils de 6 ans à l'école, et après avoir déposé son fils à l'école, rejoindre ces groupes de voisins organisés, puisque comme ICE était présente dans la ville et particulièrement dans leur quartier, participer justement à ces groupes de voisins qui surveillent. Oui, on parle de ICE et il y a pile le nombre de viewers 13-12, c'est absolument parfait. Et donc voilà, qui faisait ce genre de truc de on suit, on surveille, on alerte, on retient les noms, etc., etc. C'est ce que cette femme faisait. Et à cette occasion, elle était dans sa voiture, les agents de ICE approchent pour lui dire de dégager tout en lui disant de sortir de son véhicule, donc bon déjà donc des trucs complètement contradictoires. Dans sa voiture, elle essaie de faire une manœuvre pour s'en aller, pour dégager le chemin, et à ce moment-là, un agent de l'ICE la tue de sang-froid, de 3 balles dans la tête. Voilà ce qui s'est passé. Je vais revenir après sur les détails de l'incident, mais d'abord, pourquoi le Minnesota ? Et vous allez voir, ICE est présente absolument partout. Ils ont commencé leur raid en Californie, au Texas. Ils font des raids de déportation absolument partout. Mais bref. Le Minnesota, c'est un des États démocrates avec le plus haut indice de développement humain des États-Unis. Ce qu'on n'attend pas du Minnesota, tu sais, tu vois le Minnesota, Minneapolis, tu te dis, bon, ça a l'air d'être un État comme les autres, un État, c'est un peu plus à l'ouest des Grands Lacs, t'es un peu en mode... Tu t'attends pas à ce que le Minnesota soit des turbo-libéraux. Parce que souvent, le cliché des villes libérales aux États-Unis, c'est plutôt les villes côtières. Donc, t'as New York, t'as Los Angeles, t'as tout ce qui est en fait le long des côtes, qui a plutôt tendance à être libéral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des zones urbaines à forte concentration, du coup, où les gens vont aller. Donc, tu vas avoir du coup des. Ouais, alors tu as Portland aussi, par exemple, pour le coup, qui n'est pas. Genre, c'est des gauchistes ou c'est des modérés. C'est des démocrates. C'est des démocrates dont le gouverneur se trouve être Tim Walz. Qui est Tim Walz ? Vous en avez peut-être entendu parler. Lorsque j'ai couvert la campagne présidentielle des États-Unis, c'était le vice-candidat à la présidentielle qui était sur le même ticket que Kamala Harris. C'était le colistier de Kamala Harris. Il avait été mis là par Kamala Harris parce que Kamala Harris représente un peu l'aile droite des démocrates, et Tim Walz, il est plutôt connu pour représenter un peu plutôt une aile gauche. Difficile de le comparer à Bernie Sanders parce qu'il n'a pas la portée qu'a Bernie Sanders au niveau fédéral états-unien, mais c'était donc le VP de Kamala Harris qui était plutôt connu pour avoir des politiques plutôt de redistribution, des politiques on va dire SOSDEM, un peu progressiste pour un candidat démocrate. Mais donc c'est un État libéral dont le gouverneur est celui qui a osé se présenter à la présidentielle. Donc on voit qu'il commence à y avoir un petit peu un truc de oi, le dictateur en puissance Trump commence à intimider de plus en plus durement ses opposants politiques, parce qu'on sait déjà que que le déploiement de la garde nationale, les raids de ICE visent particulièrement les États démocrates, parce qu'il y a une guerre que mène Trump contre les démocrates, contre les élus démocrates au niveau local, une répression politique très intense, une guerre d'intimidation envers les démocrates que mène Trump au travers de sa politique anti-immigration, etc. Donc on sait que déjà Trump vise particulièrement les États démocrates. Ouais, il y a une vengeance politique et la tentative aussi d'asseoir une intimidation suffisante pour essayer de gagner les élections de mi-mandat, parce qu'on rappelle, les élections de mi-mandat arrivent dans 1 an à peu près. Oui, aussi le Minnesota, c'est là où George Floyd a été assassiné par la police. Donc décidément,
C'est un État qui connaît son lot de violence policière. Et en fait, donc ça fait depuis plusieurs mois qu'il y a un pressing intense médiatique sur le Minnesota qui a commencé, car en fait dans le Minnesota il y a une importante communauté somalienne. Donc notamment donc ce qu'on appelle les villes jumelles en fait, donc c'est Minneapolis et Saint-Paul je crois, mais en fait c'est un peu une mégapole, c'est Metz-Nancy si vous voulez. En gros, c'est deux villes qui sont proches et donc dont la conurbation est assez proche. Et donc en fait, ça fait quelques mois en fait qu'il y a un pressing assez intense, une offensive conservatrice contre le Minnesota et particulièrement avec une instrumentalisation de la communauté somalienne. L'angoisse s'empare de la communauté somalienne de Minneapolis alors que les agents de l'immigration concentrent leurs efforts sur la ville jumelle, donc Minneapolis et Saint-Paul. Tout semblait normal sur les marchés somaliens de Minneapolis. Des hommes étaient assis dans des fauteuils de barbier, des femmes parcouraient les vêtements colorés des boutiques et les clients dégustaient des samosas frites et des plats de riz dans les restaurants, parfois tandis que l'appel à la prière musulmane était chanté à faible volume dans les haut-parleurs. Mais sous cette surface calme, une anxiété sourde était palpable. Les poches et les sacs à main étaient un peu plus lourd de documents d'immigration et de passeports, car le spectre de la répression migratoire de l'administration Trump planait sur les lieux de rassemblement de la diaspora somalienne dans les villes jumelles qui abritent la plus grande population du pays, originaire de ce pays d'Afrique de l'Est. Donc c'est là où tu as la plus grande population somalienne des États-Unis. Une nouvelle opération de l'Immigration and Customs Enforcement ciblant les immigrants somaliens sans papier a débuté à Minneapolis. Encore une fois, sans papier et parfois avec papier, mais visa, mais machin, etc. Après, vous avez capté. Dans le Minnesota, a indiqué mercredi CNN à une source proche du dossier. Ces villes sont les dernières visées par la vaste campagne d'expulsion de Trump qui a déjà entraîné un déploiement massif d'agents fédéraux dans les rues des villes à majorité démocrate comme Los Angeles, Chicago, Charlotte et la Nouvelle-Orléans. Suite aux propos dénigrants du président des États-Unis, qualifiant leur communauté de déchets, de nombreux membres de la communauté somalienne de Minneapolis se sentaient perturbés, comme en témoigne la faible affluence dans 2 centres commerciaux et les quelques magasins fermés. On a eu les images pendant la campagne présidentielle de comment Trump, par exemple, a traité les communautés haïtiennes, comment il a instrumentalisé le racisme envers la communauté haïtienne aux États-Unis, qui était notamment dans... C'était pas en Floride. Springfield, oui, Springfield dans l'Ohio, exactement. Donc on sait que Trump, c'est son truc de, en fait, il va dans n'importe quel état, il va voir quelle est la communauté immigrée la plus nombreuse et il va appuyer là-dessus et lancer des campagnes, etc. Et donc là, Trump, il avait particulièrement ciblé la population somalienne, mais c'était pas le seul, parce qu'en fait, rappelle que même si c'est un état démocrate, t'as aussi une opposition républicaine qui en profite pour faire son petit bonhomme de chemin. Et donc il les avait qualifiés donc de déchets. Un jeune homme travaillant dans une boulangerie du centre commercial Carmel au sud du centre-ville de Minneapolis a déclaré que le centre commercial était désert mardi soir, contrairement à l'habitude. Pour que les gens soient aussi terrifiés en décembre, c'est que ça fait depuis au moins plusieurs mois qu'il y a un pressing raciste particulier sur la communauté somalienne, pour que la peur soit autant instillée dans les comportements quotidiens de la communauté somalienne de Minneapolis, c'est que ça fait plusieurs mois qu'ils sont travaillés au corps. Ilhan Omar est descendante somalienne et élue du Minnesota. Bah oui, typiquement, oui, notamment, ouais, voilà, Ilhan Omar, qui fait partie justement de la force très progressiste à la gauche du Parti démocrate, ouais, bien notamment là. Donc l'homme qui n'a donné que son prénom, Fauzi, a déclaré qu'il était nerveux même s'il était né à Minneapolis. Donc le mec, il est né là, il est citoyen des États-Unis, vu qu'il est né sur le territoire états-unien, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Techniquement, ils ont le droit du sol aux États-Unis. Donc même un mec qui est citoyen états-unien, qui est né ici, il était terrifié. Donc c'est vous dire à quel point Ice, il ne s'arrête pas à regarder si t'as des papiers, regarde juste. Bref. J'ai peur, a-t-il dit. Imaginez que vous êtes tranquillement assis dans votre voiture et que quelqu'un s'approche de vous et dit « tu dois venir avec moi ». Dans ce vaste centre commercial ouvert, des bureaux proposant des services de visa et d'expédition internationale côtoient des boutiques de henné, des rangées de magasins vendant des vêtements traditionnels somaliens, des tapis de prière colorés, des bijoux en or. Au-dessus de nos têtes, un plafond bleu orné d'étoiles blanches symbolise le drapeau de la Somalie. Dans un autre marché situé à environ 3 km de là, au 24 Somali Mall, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, s'est rendu mercredi après-midi pour apaiser les tensions et témoigner de son soutien. C'est aussi un autre aspect qu'il y a, c'est que, tout comme on l'avait vu sur le déploiement forcé de la garde nationale, parce qu'encore une fois, la garde nationale, les gouverneurs peuvent demander le déploiement d'une garde nationale, tout comme Trump peut imposer de force le déploiement de la garde nationale. Et c'est ce qu'il avait fait à Washington, c'est ce qu'il avait fait en Californie, etc. Et notamment Trump qui déployait la garde nationale pour sécuriser les opérations de ICE, par exemple. Et donc là, dans le Minnesota, on a un exemple typique, mais encore une fois qui fait énormément penser à l'Allemagne nazie aux 1933, c'est que t'as des institutions qui sont plutôt soutenantes vis-à-vis de la population immigrée. Qui sont donc, t'as le maire qui essaie de rassurer sa population en mode non, vous inquiétez pas. Sachant qu'il y a eu pas mal d'actions dans la police de Minneapolis après l'assassinat de George Floyd. Oui, parce que comme c'est là où George Floyd s'est fait buter, il y a eu des grands mouvements sociaux, etc., etc. Rappel, au moment de l'assassinat
l'assassinat de George Floyd, les MAGA, leur rêve mouillé, c'était que les manifestations suite à la mort de George Floyd dégénèrent en guerre raciale et fassent advenir encore plus vite le fascisme états-unien. Donc, rappelle que le Minnesota, c'est aussi l'état dans lequel s'est joué ce rêve mouillé des MAGA d'avoir enfin leur guerre civile raciale. Très important sur ce qui va suivre. Donc on a aussi quand même, on va dire, le Minnesota et Minneapolis en l'occurrence comme un exemple aussi de comment est-ce que des démocrates ont pu essayer de gérer d'une façon plutôt positive, même si bien évidemment rien n'est parfait, vous allez me dire que non, si, et ça ils l'ont mal fait, etc. J'imagine bien. Mais en tout cas, d'une façon qui ne soit pas celle de la répression autoritaire, voulue par les MAGA. C'est Minneapolis ou Portland où il y a pas mal d'antifascistes. C'est plutôt Portland où il y a beaucoup d'antifascistes, mais il y en a de plus en plus un peu partout, ils essaient de s'implanter un peu. Je sais pas à quel point il y en a à Minneapolis, mais je pense que depuis George Floyd, il y a dû y avoir des sections antifascistes qui ont dû s'implanter, parce que ça a été un tel réveil pour beaucoup de gens que je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns aussi à Minneapolis. Donc Jacob Frey s'est rendu mercredi après-midi, donc le maire, pour apaiser les tensions et témoigner de son soutien. Frey faisait la queue pour acheter une pâtisserie somalienne dans une boulangerie lorsqu'une femme s'est approchée de lui et lui a montré sa carte verte, donc son visa de résidence. Elle lui a dit qu'elle le portait parce qu'elle avait peur. Je veux dire, c'est une citoyenne américaine, a déclaré Frey plus tard à CNN. Elle vit ici depuis 25 ans à Minneapolis. Ils portent leur carte d'identité et leur papier par peur. Et ça, genre, c'est vraiment un truc... Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est un point Godwin facile, mais c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les situations pré-génocidaires, les situations d'autoritarisme, les situations où il y a une imposition de puissance autoritaire. Je suis racisé, je fais la même chose. Bah oui, demandez à vos potes racisés en France s'ils n'ont pas leur papier sur eux, tu vois, genre parce que les gens s'habituent en fait à porter leur papier sur eux dans l'espoir que c'est le dernier truc qui va les protéger éventuellement de se faire buter, déporter ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans toutes les situations de racisme institutionnel. Les nazis. Pendant que le maire posait pour des photos et discutait avec les clients du centre commercial 24 Somali Mall, une scène différente se déroulait juste à l'extérieur. 3 véhicules aux vitres teintées, immatriculés en Virginie, se sont arrêtés près d'un homme qui mendiait dans une rue enneigée. Plusieurs hommes armés, portant des gilets pare-balles marqués ERO, opération d'application de la loi et d'expulsion, en sont sortis, comme l'ont constaté CNN. Ils lui ont demandé ses papiers d'identité avant de le laisser partir, a déclaré plus tard l'homme à CNN. L'homme, qui a refusé de donner son nom, a déclaré être un citoyen américain de 35 ans, né à Buffalo dans l'État de New York. Il a déclaré avoir montré ses papiers aux agents et a ajouté qu'il n'y aurait vu aucun inconvénient si les agents n'avaient pas été aussi agressifs. Donc pendant que le mec, il est à l'intérieur du mall, t'as les forces de l'ordre qui en profitent, et c'est pas étranger, enfin je veux dire, c'est pas innocent si les forces de l'ordre sont à l'extérieur de l'endroit où le maire est allé pour assurer la population. C'est du harcèlement policier. C'est si à l'extérieur de l'endroit où le maire est descendu pour dire à sa population, vous inquiétez pas, j'essaie de vous protéger, etc. Si à l'extérieur t'as des gens qui en profitent pour faire des random checks et essayer de rafler des gens au hasard, ça témoigne d'un harcèlement policier contre les autorités démocrates de Minneapolis et du Minnesota en règle générale. Ils m'ont attrapé la main, a-t-il dit. On fait pas ça. À part ça, je n'ai aucun problème pour être vérifié, pour vérifier mes papiers. Frey a fait remarquer que sur les plus de 80 000 personnes d'origine somalienne dans la région de Minneapolis-Saint-Paul, la grande majorité sont des citoyens ou résidents légaux. Seules quelques centaines bénéficient d'un statut de protection temporaire, une protection que le président Trump a menacé de supprimer. Les gens de ICE sont agressifs de base car ils rentrent dans ICE pour taper de l'immigré. Toute la com de recrutement est orientée dans ce sens. Oui, de fou. Et encore une fois, pourquoi je vous disais que le contexte de la création de ICE est important dans le contexte de la war on terror, de la guerre contre le terrorisme, du Patriot Act, du post-11 septembre, c'est parce que les standards pour rentrer dans la police aux frontières, pour rentrer dans ICE, ont baissé. Sachant qu'à la base, les standards, c'est être un Américain fou qui se fait laver le cerveau en mode je vais lutter contre les terroristes. Donc vous imaginez bien à quel point il y a déjà une culture professionnelle des agents de ICE qui est déjà particulièrement raciste, particulièrement islamophobe, parce qu'encore une fois, la guerre contre le terrorisme post-11 septembre est particulièrement zélée. Et en plus de ça, Trump a amené une radicalisation encore plus forte du fonctionnement de ICE. Donc vous imaginez bien que non seulement on a le bas du panier, mais en plus on a les plus radicalisés. Et donc forcément, ils sont hyper agressifs. Et en effet, on soupçonne fortement, enfin c'est même plus du soupçon à ce stade, c'est de la certitude, que beaucoup de membres de milices fascistes, dont j'ai beaucoup parlé aussi sur ma chaîne, ont trouvé du boulot aussi dans ICE, quoi. Même des gens qui sont particulièrement violents. Si tu prends la Gestapo par exemple, c'était souvent des gens qui avaient fait des trucs illégaux et qui ont enfilé l'uniforme nazi pour pouvoir continuer, mais avec la loi de leur côté. Ouais, et c'est pour ça que la comparaison avec la SA est particulièrement pertinente aussi, parce que la SA, c'était aussi des petits délinquants criminels de partout qui prenaient plaisir surtout à aller faire des raids dans des bars tenus par des communistes ou des socialistes et à tabasser tout le monde, tu vois. Pourquoi SA plus que SS ? Parce que la SA était particulièrement plus connue pour sa brutalité et son action paramilitaire, etc. Mais la purge de la SA par la SS, c'était aussi un peu une façon de reprendre le pouvoir par rapport à des fous de la gâchette qui commençaient à en avoir un petit peu trop et qui commençaient un petit peu trop à jouir de leur pouvoir de terreur.
Mais ça reste des polices politiques et des polices secrètes, quoi. C'est un nombre relativement faible, donc de gens qui n'ont qu'un visa temporaire. Et encore, hein, là, il parle pas de gens qui n'ont pas de visa. Là, il dit il y a une centaine de personnes qui ont une protection temporaire que Trump menace de supprimer, mais n'a pas encore supprimé. Mais encore une fois, tu vois, tu peux tendre ton visa temporaire. L'agent de l'OIC te le pique, il dit bah, elle est où ta preuve, tu vois. Donc c'est un nombre relativement faible, mais encore une fois, ils sont ici légalement, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il craint que les agents fédéraux ne violent la Constitution en arrêtant des citoyens américains parce qu'ils ont l'air somaliens. Voilà, donc ça, c'est le truc. Bah, évidemment que le but, c'est pas les immigrés illégaux, ça a toujours été les étrangers perçus comme tels et une épuration raciale, ethnique. D'autres ont déclaré à CNN qu'eux aussi portaient des cartes d'identité et des papiers par crainte d'être contrôlés. Kamal Ali, qui dirige une entreprise de camions Ben avec son père et son frère, a pris soin de mettre son passeport dans son portefeuille avant de se rendre au centre commercial Carmel pour dîner. Je ne veux aucun problème, a déclaré cet homme de 39 ans qui a précisé être arrivé aux États-Unis à l'âge de 10 ans avec ses parents après avoir vécu dans un camp de réfugiés en Somalie. Le maire a signé mercredi un décret interdisant aux agents des forces de l'ordre fédérales, étatiques et locales d'utiliser les parkings, rampes, garages ou terrains vagues appartenant à la ville pour mener des opérations de contrôle de l'immigration. Donc là, on voit aussi se dessiner ce dont je vous parlais, cette lutte de pouvoir aussi avec des autorités démocrates qui font tout ce qui est en leur pouvoir aussi pour mettre des bâtons dans les roues à ICE. Évidemment qu'il y a une certaine impuissance parce que ça reste un truc fédéral, ICE, mais ils disent bah tout ce qui appartient à la ville, vous n'avez pas le droit de le toucher. Ouais, il fait ce qu'il peut, bah c'est ça, le peu qu'il a en mode ah bah tiens, ça c'est un territoire municipal, j'ai toute la latitude de l'interdire, y compris les agents fédéraux, donc je le fais. Mais encore une fois, ça reste des moyens très... Mais on voit que ce qui est visé dans le fait de viser le Minnesota, c'est aussi, ce qui est visé, c'est la résistance démocrate. Et la possibilité d'avoir des poches de... Ouais, des poches de résistance politique locale, quoi. Cette mesure s'inspire d'une politique similaire mise en place à Chicago, autre ville refuge, où les autorités fédérales de l'immigration avaient auparavant utilisé des terrains municipaux pour mener des opérations, ont indiqué les responsables de la ville de Minneapolis dans un communiqué. L'arrêté de frais permettra également de créer un modèle de signalisation à l'intention des entreprises locales et des propriétaires qui souhaitent indiquer que leur propriété est interdite à ces activités, précise le communiqué. Donc il donne aussi une capacité aux gens qui tiennent un business de dire vous n'avez pas le droit d'entrer, quoi. C'est aussi le concept de Sanctuary City, c'est exactement comme tu dis, Priday, c'est que en gros à partir du moment où Trump a été au pouvoir, qu'il a annoncé qu'il allait balancer la garde nationale, ICE partout, bah t'as des villes qui sont déclarées comme villes sanctuaires, c'est le cas de New York, de Chicago, etc., de Minneapolis du coup en l'occurrence, et en fait c'est tous les espaces qui se déclarent comme sanctuaires, comme garantissant une forme d'immunité à la politique autoritaire de Trump, et c'est l'idée même que tu puisses avoir ce genre de résistance, ce genre de sanctuaire sur le territoire fédéral des États-Unis. Ce que Trump essaie de viser, c'est la croyance en une possibilité d'une protection et qu'on pourrait échapper, et qu'on pourrait avoir une contre-proposition, qu'on pourrait échapper à la prétention qu'a Trump d'imposer son contrôle autoritaire sur l'entièreté du territoire fédéral. Donc les propos de Trump dégradent toute une communauté. Abdullah Abdullahi, qui dirige un bureau de placement au 24 Somali Mall, a déclaré qu'il trouvait les propos de Trump sur la communauté somalienne honteux. Il est très regrettable qu'une personne occupant la plus haute fonction du monde généralise et dénigre toute une communauté en la traitant de déchets et bon à rien, a déclaré Abdullahi, 39 ans, qui affirme vivre à Minneapolis depuis des décennies. Ce n'est qu'une tentative de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Interrogé sur les propos du président Donald Trump concernant son refus d'accueillir des immigrants somaliens aux États-Unis, la secrétaire adjointe du département de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, s'exprimant sur CNN, a cité une analyse de données sur les Somaliens à Minneapolis et sur d'autres régions du pays qui suggère une fraude généralisée, notamment en matière de mariage blanc dans le domaine de l'immigration. Bon, normalement, là, vous devrez avoir un petit red flag de ah tiens, Darmanin Retailleau, les mariages blancs, comment il s'appelle l'autre con là, Robert Ménard, qui veut empêcher des Françaises de se marier avec des Algériens en soupçonnant partout le mariage blanc, alors que même les autorités administratives reconnaissent que c'est pas un mariage blanc. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur Retailleau et Robert Ménard qui veulent interdire de plus en plus la possibilité des mariages. Donc selon le bureau de recensement des États-Unis, près de 58% des Somaliens du Minnesota sont nés aux États-Unis. Parmi les Somaliens nés à l'étranger dans cet État, une très large majorité, 87%, sont des citoyens américains naturalisés. Donc globalement, pas de problème, circuler, il y a genre littéralement rien à voir. Les citoyens somaliens ont bénéficié pour la première fois du statut de protection temporaire en 91, lorsque le pays a sombré dans le chaos après le renversement du dictateur Mohamed Siad Barre. En 2013, les États-Unis ont officiellement reconnu le gouvernement somalien de Mogadiscio pour la première fois en 20 ans. Les Somaliens ont conservé leur statut de protection temporaire en raison de l'insécurité et du conflit armé en cours, qui constitue, voilà, ils sont considérés comme des réfugiés parce que bah, la Somalie, quoi, juste la Somalie en fait, juste la Somalie. Bref, bon, je vais pas finir l'article. Vous avez un petit peu capté qui est visé et comment cette répression est menée. Tant et si bien. Pourquoi je vous soulignais le fait que c'est Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, c'est que ce harcèlement des républicains, des MAGA, contre le Minnesota en instrumentalisant la communauté
communauté somalienne en l'accusant de fraude, etc. Ça a même amené à ce que Tim Walz annonce qu'il ne se présentait pas à sa propre réélection. Pour vous dire encore une fois à quel point c'est une pression politique intense, c'est qu'ils font ça pour obtenir la tête, non seulement de Tim Walz, mais de l'entièreté des démocrates du Minnesota. Donc voilà, il y a une réalité aussi politique électorale très concrète de dire, toi qui as osé te présenter contre moi avec Kamala Harris aux élections présidentielles, fin de carrière. Et voilà ce qui arrive à quiconque ose se présenter contre moi. Donc le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, met fin à sa campagne de réélection en raison d'un scandale de fraude aux prestations sociales. C'est arrivé suite à la vidéo, c'est une folie sur eux. Tim Walz est sous des menaces terroristes non-stop depuis. Oui, non, mais c'est une folie, hein. C'est une dinguerie. Et c'est exactement ce que faisait la SA contre les maires socialistes ou juste non-nazis en Allemagne, quoi. Genre, c'était... Bref. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a renoncé lundi à briguer un 3e mandat alors qu'un scandale de fraude aux prestations sociales s'est intensifié dans son État et est devenu un point de friction politique exploité par le président Donald Trump. C'est quoi ce scandale? En gros, il y a des MAGA qui ont commencé à accuser les crèches qui sont tenues par des Somaliens de fraude aux allocations. Concrètement, qu'est-ce qu'ils faisaient? En gros, ils accusaient les crèches qui sont tenues par des Somaliens d'être en réalité vides et donc de percevoir de l'argent public, des services sociaux, vu que, en fait, en gros, donc, quand tu es sous licence, tu reçois une partie d'argent public pour garantir l'ouverture de ta crèche, pour garantir des prix bas, un accueil digne, etc., etc., etc. Et donc les accusaient d'être en réalité vides et d'être en fait des espaces pour collecter massivement de l'argent public sans s'occuper véritablement d'enfants. C'est faux. Mais en fait, c'était quoi la strate? C'était qu'en fait, tu as des influenceurs MAGA qui ont commencé à diffuser cette fake news, qui vont se mettre à harceler ces crèches et garderies qui donc sont contraintes de fermer pour la sécurité des enfants. Et après, qu'est-ce qu'ils ont? Génial. Des images d'une crèche ou d'une garderie vide. Vu que à cause de la mise en danger de putain de MAGA qui se ramènent avec des armes pour aller surveiller si c'est vraiment des trucs ouverts, en fait oui, ils disent on va mettre en sécurité les enfants et on va fermer pour quelques jours parce que genre juste on ne peut pas assurer la sécurité des enfants. Et donc la stratégie, c'est après t'as des super images de crèches vides pour dire regardez, c'est la preuve que c'est une fraude aux allocations sociales, ces crèches sont vides. This facility, which has its license for 74 kids, was paid $1.26 million in tax money. And there are no kids, and all the facilities are the same way. Donc voilà, donc ils font le tour des crèches, si possible tenues par des Somaliens. Ils disent regardez, ils reçoivent 1 million d'argent public, ce qui est pas grand chose en fait, fonctionnement. Mais du coup, c'est vraiment en mode 1 million, etc. C'est horrible, etc. Alors qu'il n'y a aucun enfant dans ce truc, etc. Évidemment, parce que vous les harcelez depuis tellement de temps que en fait, pour la sécurité des enfants, ils sont contraints de fermer et que vous les avez tellement harcelés qu'ils ont perdu leur. Bref. C'est comme si Vincent Lapierre et Jordan Florentin étaient à l'origine d'un scandale complet. Oui, c'est ça. Imaginez Vincent Lapierre qui met en place un scandale complet de harcèlement, etc., qui arrive du coup à créer cette prophétie autoréalisatrice où il met tellement les gens en danger que du coup ça donne un air de plausibilité alors que c'est lui qui a causé ce truc-là et que ça arrive à causer un scandale qui fait que je sais pas quel maire renonce à se présenter à son élection. Ils ont commencé à regarder le nombre de crèches dans toutes les métropoles, ils ont essayé de le faire dans Boston, ils ont montré des chiffres qui paraissent énormes. La seule chose que ça a révélé, c'est qu'il y avait un sous-nombre de crèches dedans. Oui, de fou. Et après, moi, j'ai tapé Minnesota, daycare, etc. Et j'ai trouvé dans une crèche bien blanche des enfants qui étaient morts de maladies respiratoires. Ils sont pas somaliens, donc ça va, on s'en fiche. Le mec va toquer dans les crèches et demande de voir les enfants. Où sont les enfants? On lui dit non et du coup, c'est super. Oui, c'est ça. Et genre, t'as vraiment des vidéos d'influenceurs. Genre vraiment, t'imagines le MAGA bien baraque avec son gun qui rentre dans sa crèche avec son gun en mode où sont les enfants? Tu vois, t'es en mode non, en fait, je ne vais pas te laisser rentrer avec ton putain de gun dans ma crèche avec des enfants. Let's see if anyone opens. Yeah, let's see. Once again, I try to find a spot for my son Joey, and they would not open the door. Et avec sous-entendu de j'essayais de trouver un spot pour mon enfant Joey, mais cet endroit de Somaliens m'aurait forcément refusé puisqu'ils sont racistes anti-blancs et en plus de ça, ils collectent vos allocs. Mais en fait, pour vous dire, parce que là vous avez peut-être un doute, tu vois, les dessous de tout ça, c'est qu'en fait, il y a aussi une crèche, encore une fois tenue par la communauté somalienne, qui s'est fait carrément cambrioler et tous les registres des enfants, tous les registres administratifs, etc., brûlés, volés. Donc évidemment, du coup, t'as plus de preuves que t'as des enfants qui sont enrôlés dans ta crèche. Donc c'est pour vous montrer le degré de violence, parce que là, on a les influenceurs, etc. Et c'est vrai que c'est un truc qui part beaucoup de fake news influenceurs, mais aussi la violence milicienne que ça a entraîné. Donc on a vu que les portes de notre bureau de la crèche avaient été enfoncées. On a vu qu'il y avait de la documentation très importante qui avait disparu. Il y a aussi des documentations sur les employés qui avaient disparu.
Et en fait, donc voilà, c'est ce qui se passe. C'est que derrière les jolies vidéos des influenceurs, etc., il y a ça. Il y a de la violence milicienne, paramilitaire, qui vient péter tous les documents administratifs dans les crèches. Comme ça, au moins, s'il y a un doute, tu peux plus prouver, quoi. Our check papers that were from our book. This is devastating news, and we don't know why this is targeting our Somali community. Donc voilà, et on ne sait pas pourquoi ils visent notre communauté somalienne. J'imagine bien pourquoi. As one video made by a specific individual made this all happen. Et donc c'est la vidéo du coup des influenceurs qui encourage du coup ce genre de violence. Bref, vous avez capté quoi. Je vais suivi, c'est des milices d'État ou indépendantes. C'est des gens armés qui font des cambriolages dans les crèches. Pour les forcer à fermer. Donc là, c'est des milices indépendantes en l'occurrence. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de tout le contexte autour du Minnesota. Tout ce qui entoure la mort l'assassinat, le meurtre de René Good. C'est que c'est pas juste « Oh là là, il y avait ICE dans un coin, ils ont buté une meuf blanche ». C'est que c'est un État qui subit une pression et une campagne médiatique d'extrême droite intense pour disloquer son système social, pour disloquer son système de solidarité, pour disloquer le peu qui a été acquis suite aux manifestations de George Floyd, etc. etc. C'est les gens de ICE après 18h, oui. C'est les gens de ICE après le boulot. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Donc voilà, pour vous dire un petit peu jusqu'où va cette campagne d'intimidation envers la communauté somalienne, ce qui a amené donc, y compris, parce que du coup c'est devenu vraiment des news, non seulement nationales, donc au niveau de l'État, mais aussi fédérales, et du coup c'était vraiment en mode, ça a été repeint en scandale à l'échelle de l'État, d'une fraude massive aux allocations faite par la communauté somalienne. Alors que tout ça est faux. Et tout ça, c'est juste l'extrême droite qui harcèle et agresse la communauté somalienne. Mais du coup, vous avez manufacturé le scandale parfait de regarder ces immigrés, ces salles noires, non seulement noires, mais en plus immigrés, nous piquent notre argent pour lequel on a travaillé, notre argent, l'argent de nos impôts. Donc, tout ce qui leur est fait en retour est mérité. Et ce qui a amené encore une fois Tim Walz, le gouverneur progressiste du Minnesota, à renoncer à se représenter. Et ça, c'est le message qu'a envoyé à Trump. C'est si vous osez essayer d'ouvrir une autre voie de possibilité politique, voilà ce qui va vous arriver. Après, apparemment, c'est Amy Klobuchar qui va se présenter dans le Minnesota, donc bon, c'est littéralement une des démocrates les plus populaires des USA. Bon, tant mieux. Mais c'est aussi un message qu'envoient les démocrates progressistes, de dire on va pas céder aux intimidations, et c'est bien. Et donc, c'est ce qui nous amène au meurtre de René Good à Minneapolis. Parce qu'encore une fois, je sais que ça peut paraître un peu loin, le truc de d'un côté, t'as l'extrême droite qui cible les Somaliens, l'histoire des crèches, de la fraude, c'est chelou, etc. Mais en fait, le meurtre de René Good arrive dans ce contexte-là, où ICE, en lien avec des influenceurs fascistes, en lien avec des milices fascistes, met en place une campagne politique intense pour en fait déloger les démocrates du Minnesota, aussi possible voir l'État brûler, et on y reviendra après, parce qu'ils prennent leur revanche aussi sur les manifestations pour la mort de George Floyd. C'est un truc à avoir en tête. Et donc dans ce contexte-là, voilà ce qui se passe. Donc trigger warning sur des images. Évidemment, on voit pas de sang, on voit pas René Good mourir, mais on imagine très bien ce qui se passe. La femme au volant de cette voiture a été tuée par la police de l'immigration aux États-Unis. Pour le camp Trump, elle avait commis un acte de terrorisme intérieur. Alors, voici ce que montrent les images. La scène se déroule le 7 janvier, pendant de grandes opérations menées par l'ICE, la police de l'immigration. Le véhicule de la future victime, identifié comme René Nicole Good, se trouve en travers de Portland Avenue. Dans cette vidéo, on voit deux membres de l'ICE descendre de leur véhicule. Encore une fois, vous voyez, elle avait rejoint, après avoir déposé son enfant à l'école, elle avait rejoint les groupes de voisins qui surveillent, alertent, ont souvent des sifflets pour alerter, attention, la police arrive, etc. Enfin, la ICE arrive, etc. Donc, tu as un peu cette pratique d'avoir des sifflets pour alerter, pour faire en sorte que les gens qui ont besoin de se cacher puissent se cacher, et que les gens qui ont besoin de fuir puissent fuir. Donc, elle participait à ça. Pour se diriger vers celui de la femme de 37 ans. Une deuxième vidéo montre un autre agent contourner le véhicule. C'est cet homme qui, dans quelques instants, va utiliser son arme. Un agent tente d'ouvrir la portière de la voiture. C'est à cet instant que le véhicule entame une manœuvre. Il fait brièvement marche arrière, puis repart vers l'avant avec les pneus qui s'orientent vers la droite. Donc, en gros, aux États-Unis, le discours, c'est vraiment Naël, quoi. C'est en mode refus d'obtempérer, elle allait lui foncer dessus, alors que le mec, tu vois les pneus qui sont de côté, tu vois le mec, allez, il se fait bump viteuf, elle ne lui fonce pas dessus, au contraire, elle essaye de l'éviter. Entre-temps, l'agent qui avait contourné le véhicule se trouve désormais vers l'avant de la voiture, il sort son arme, 3 détonations sont entendues, la mère de famille est touchée mortellement. C'est donc au sujet de cette scène que la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, parle d'un acte de terrorisme. She attempted to run a law enforcement officer over.
Non. Déjà d'une, c'est cet abruti qui s'est mis devant elle. Et de deux, elle a tout fait pour l'éviter. Au contraire, elle l'a carrément bien évité, puisque la preuve, elle ne l'a pas renversé. Elle a avancé. Le mec, il était très bien. Il était même tellement pas renversé qu'il a pu la buter, putain. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. Un discours soutenu par Trump. Et donc voilà, toujours ce terme de terrorisme intérieur. Pourquoi terrorisme intérieur ? Encore une fois, je vous renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que ICE a été créé dans le contexte de la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. Et donc que toute justification de « on bute quelqu'un », c'est au pire, c'était un terroriste. Mais on voit aussi comment il y a une extension, et ça, bon, c'est un truc que je documente depuis, bon, vous commencez à avoir l'habitude, mais une extension du domaine de la définition du terrorisme, où en fait toute personne, rien que le fait de s'opposer à ICE, est considérée comme du terrorisme intérieur. Pourquoi ? Pour pouvoir mieux justifier d'enfermer et de déporter des citoyens américains. Parce que l'intérêt du concept de terrorisme, c'est de pouvoir suspendre l'état de droit au nom de l'intérêt supérieur de la protection des intérêts de la nation. C'est une dinguerie qu'on prend du recul. Il y a une personne qui vient de mourir, des gosses qui viennent de perdre leur mère juste parce qu'il y a un fils de pute qui s'est senti humilié, qu'une meuf le respecte et t'as tout le pouvoir politique et ça justifie ça. Oui, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Surtout que même si on suit leur logique de con, le gars avait juste à s'écarter pour se protéger. S'il a tiré, c'est qu'il a délibérément voulu la tuer. Mais bien sûr. Mais il a voulu la tuer. J'ai vu sur TikTok un ancien flic qui analysait la scène et qui disait le premier tir c'est un meurtre, les 2 tirs suivants c'est un assassinat et à la fin t'entends le mec, on va regarder les vidéos suivantes, il finit par fucking bitch. La volonté de tuer est caractérisée, tu vois, alors c'est bon là, c'est meurtre, assassinat caractérisé, mais on va regarder la vidéo. Voilà. Fermement contesté par les autorités démocrates locales comme le gouverneur Tim Walz. J'ai vu la vidéo, ne croyez pas à cette machine de propagande. Et le maire de la ville, Jacob Frey, ne cache pas sa colère. They are already trying to spin this as an action of self-defense. That is bullshit. Et donc pareil avec la réaction aussi de la shérif qui est totalement remontée. Mais encore une fois, pour vous dire que là où on a de la chance, entre guillemets, sur le Minnesota, c'est qu'il y a des autorités démocrates qui tiennent bon. Et c'est précisément parce qu'il y a des autorités démocrates qui tiennent bon que la violence de Trump envers l'État du Minnesota est aussi caractérisée, quoi. I'm Rochelle Ballard, the sheriff for the city and county of Philadelphia. And I say her name, Renee Good. Renee Good. Renee Good. Renee Good. Renee Good. Renee Good. This should not have happened, but we're here today. Let know that law enforcement professionals, real ones, not the fake made-up ICE, probably Trump's new army to attack citizens of the United States. Did you hear what I said? No law enforcement professional wears a mask. Et donc ça, c'est déjà un truc, c'est en effet que les agents de ICE sont toujours masqués, à peine de matricule, etc. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que, on en parlait tout à l'heure, déjà oui, le charisme de cette go qui est through the roof, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que elle peut se targuer d'un professionnalisme de la police. Parce qu'encore une fois, le Minnesota, particulièrement Minneapolis, c'est là où la police de l'État a buté George Floyd. C'est là où il y a eu toutes les manifestations, Defund the Police, toutes les manifestations contre les violences policières, et où il y a eu, pour le coup, un vrai travail qui s'est pas fait absolument partout, mais c'est un des rares endroits où il y a eu un travail entre la police et les citoyens pour recréer du lien, etc. D'où la distinction qu'elle a entre aucun vrai policier, etc. Évidemment que t'as un truc de nous, on est les vrais policiers, on est les meilleurs, etc. Contrairement à ces faux policiers qui portent des masques et qui font n'importe quoi. Mais c'est aussi que il y a un travail particulier qui a été fait sur Minneapolis. Encore une fois, c'est pas parfait, ça reste des flics. Hein. Genre, vous allez pas me faire dire que j'ai pas dit. Hein. On reste à cab. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer. Vous savez, on dit souvent que c'est dans les révolutions, dans les mouvements sociaux, etc. Ça bascule à partir du moment où t'as la police ou l'armée qui se met du côté des manifestants, tu vois. Bah là, tu as un exemple typique où il y a une loyauté affichée de la police de l'État en faveur de ses citoyens, ce qui est une indication, notamment pour Trump, que la résistance de l'État est beaucoup plus profonde que simplement quelques gauchistes, comme à Portland, tu vois. Que la résistance de l'État va jusqu'aussi aux forces de l'ordre qui s'opposent du coup au pouvoir fédéral, quoi. Those that come into our communities wearing a mask to commit crime, thank God for our district attorney, Larry Krasner, who said he's going to lock them up. And I'm saying now, we are not going to whisk you away for them to hide your identity, because when you do it there, you get arrested there.
Et donc voilà, donc là elle est en mode, ces gens-là, on va les arrêter ici, on va les foutre en prison. La police s'est vue retirer le droit d'enquêter sur le meurtre. Alors oui, alors du coup, vous imaginez, il y a une bataille juridique sur est-ce que ça relève du crime fédéral ou du crime au niveau de l'État. Et alors du coup, vous imaginez toute la bataille juridique pour garantir l'impunité des agents de ICE. Parce que du coup, si c'est un crime fédéral, il sera jugé par des instances fédérales qui soutiennent ICE. Et si c'est un crime étatique, il sera jugé par les instances de l'État qui sont largement remontées contre lui. Donc c'est toute la bataille juridique là qui s'est enclenchée là. Ils sont naïfs, mais ça peut être un motif de guerre civile. On y vient. None of that here. None of that here. Law enforcement professionals do not shoot at moving vehicles. I'm not saying fleeing because she wasn't fleeing. She was getting out of the way. Law enforcement professionals do not stand in front of moving vehicles invoking an action that is illegal. Donc elle est en mode attention, on ne fait pas ça. Non, non, non. Tu ne te places pas devant un véhicule en marche pour justifier de buter quelqu'un. Tu n'incites pas à la violence. Dieu sait qu'on a essayé. Et ça n'a pas marché, on a changé. C'est très bizarre de voir des flics dire ça. Oui, de fou. En France, d'habitude, c'est plutôt des militaires qui disent oh là là, les flics ils font n'importe quoi. Là, c'est les flics qui disent il y a pire que les flics. Bref. Mais oui. Ils parlent parce qu'ils ont la pression. Ils ont la pression. Et encore une fois, les relations raciales, sociales, particulièrement à Minneapolis, n'ont jamais été les mêmes depuis George Floyd. En effet, il y a une pression aussi de la population, mais ils ont aussi donné des gages à la population. Enfin, ils se sont mis la pression eux-mêmes aussi en donnant certains gages à la population pour apaiser les tensions suite, encore une fois, à l'assassinat de George Floyd. Je trouve que c'est aussi intéressant de voir, voilà, les flics en veulent plus de ICE, ils n'ont pas le même training, c'est important de montrer à quel point ICE c'est des bozos. Mais oui, c'est que même par rapport aux flics, aux bozos flics états-uniens, ICE c'est encore plus des bozos, c'est je vous disais tout à l'heure. Si les flics états-uniens c'est les 7 sur 10, mais ICE c'est les 3 sur 10, même pas les 0 sur 10, tu vois. Genre c'est vraiment, encore une fois, le niveau est très très bas quoi. Et pourtant le niveau est bas chez les flics. And so we stand here today with all those who stand against the made up fake, what you can call ICE, professional law enforcement. I don't call them none of that. I call them made up fake wannabe law enforcement. Made up fake wannabe law enforcement. Voilà, c'est des faux flics. Voilà, c'est juste des alors en mode c'est juste des meurtriers, c'est des milices fascistes, ils sont hors de l'état de droit, ce sont des meurtriers point barre. Because what they do is against not only legal law but the moral law. ICE a doublé ses effectifs depuis septembre en recrutant n'importe qui. Oui, et puis ça a bien aidé d'avoir gracié les assaillants du Capitole et beaucoup de gens faisant partie des milices fascistes aussi. Encore une fois, t'as beaucoup de gens des milices fascistes qui ont trouvé leur stabilité de l'emploi. Parce que les milices fascistes, le problème, c'est que c'est bénévole. Et ils ont trouvé comment le faire ça en étant payés. C'est génial. Ils sont recrutés comment ? Bah, tu viens. Est-ce que tu sais tenir un flingue ? Est-ce que tu sais tirer ? T'es embauché. Parce que aussi, le gouvernement fédéral a besoin d'une masse de gens qui puissent asseoir son autorité absolument partout. Et du coup, évidemment, tu vas avoir les plus fous qui n'ont qu'un fantasme, c'est d'enfermer des étrangers ou de les buter, si possible, les buter. So I'm with the DA, and we will work with them. If any of them want to come in this city and commit a crime, you will not be able to hide. Nobody will wish you off. You don't want this smoke, because we will bring it to you. Là, elle les menace clairement, quoi. Bref, c'est trop. And the fake, whatever they call him, because I can't say the name, but the criminal in the White House would not be able to keep you from going to jail. C'est quand elle est en mode le criminel. Enfin, genre, c'est. Bref. Qu'est-ce que tu m'envoies, Pridae? Trump wants you to work for ICE. To get you and some 14,000 more to join their 20,000 strong workforce, they have launched a crazy recruitment campaign. Oui, ils ont une campagne de recrutement en mode genre. En mode image glorieuse de mecs qui foutent des bronzés sous menottes, quoi. Had to be $100 million into what they're calling a wartime recruitment. Wartime recruitment. Un recrutement de situation de guerre, quoi. Genre un recrutement, de wartime, en contexte de guerre, quoi. Je vais pas regarder la vidéo en entier, mais je vais rester sur le wartime recruitment. Parce que le gouverneur Walz, donc le gouverneur de Minnesota, dont on a parlé, a déclaré avoir émis un ordre d'avertissement pour préparer la garde nationale du Minnesota. Alors j'ai vu des gauchistes sur Twitter qui ont dit oui, même le progressiste Tim Walz se prépare à envoyer la garde nationale comme le fait Trump, etc. Alors ce n'est pas pareil que le gouverneur envoie la garde nationale pour protéger les siens. C'est pas pareil avec Trump qui envoie de force la garde nationale pour réprimer les gens de l'État.
Mais justement, c'est pour vous montrer tout le risque de guerre civile et les enjeux de guerre civile qu'il y a derrière tout ça. Affirmant que des soldats sont en formation et prêts à être déployés si nécessaire, tout en exhortant à une résistance pacifique. Parce qu'en effet, René Good a été tué à moins d'1 kilomètre de là où George Floyd a été tué en mai 2020. Chaque discours, j'ai envoyé un article justement qui montre que Trump a plus l'accès à la garde nationale. Ah putain, j'avais pas suivi ça. La Cour suprême a été que ouais. Oh ok, donc la Cour suprême a privé Trump de la jouissance de la garde nationale. Ok, ça c'est hyper intéressant. J'avais pas cette data parce que jusqu'ici, donc dans les différents lives que j'avais fait sur la garde nationale, on avait vu Trump qui envoie de force la garde nationale pour sécuriser les actions de ICE. Et donc là, Trump renonce à déployer la garde nationale dans 3 grandes villes. Les troupes étaient quasiment absentes de Deville, Portland et Chicago, mais cette décision marquait un recul, du moins pour l'instant, dans une des tentatives les plus audacieuses du président pour éprouver son pouvoir. Déclaré mercredi qu'il renonçait pour le moment aux efforts visant à déployer la garde nationale à Chicago, Los Angeles et Portland, suite à l'arrêt rendu la semaine dernière par la Cour suprême, qui a interdit à M. Trump de déployer des troupes dans la région de Chicago, malgré l'opposition des autorités de l'Illinois. Le président n'a fait aucune mention de cette décision dans son annonce, mais a laissé entendre que son administration n'hésiterait pas à déployer des troupes à l'évident qu'il est en mode. Donc il a été bloqué par la Cour suprême d'envoyer des troupes. Là, en l'occurrence, à Chicago, Los Angeles et Portland. Pourquoi ? Parce que c'est des villes qui sont déclarées villes sanctuaires. Je vous ai expliqué le bail des villes sanctuaires. Donc, c'est en mode, tu ne peux pas le faire contre. Parce qu'en fait, tout le problème, quand il a d'abord déployé la garde nationale, c'est qu'il l'a fait contre l'avis du gouverneur. Et ça, normalement, c'est pas trop possible. Normalement, c'est le gouverneur qui doit demander le déploiement de la garde nationale, etc. Bref. Et donc, la Cour suprême a dit non, tu peux pas le faire. Si ces villes veulent pas tu peux pas le faire. La Cour suprême n'est pas censée être à la majorité pour Trump. Et je pense que c'est pour ça que Trump, pour l'instant, suit la décision. Tout en disant que peut-être qu'il va le faire. Je pense que c'est aussi parce qu'il a besoin de la Cour suprême de son côté qu'il dit « Bon, je vous cède celle-là, même si je vous la cède pas jusqu'au bout, mais... » Voilà. Mais pourquoi ? C'est parce que, retour sur 2020, George Floyd, 2020, Trump était encore au pouvoir. L'élection présidentielle a eu lieu fin 2020, donc novembre 2020. Biden a pris ses fonctions début 2021. 2020, George Floyd se fait tuer par la police à Minneapolis. Grande manifestation, grosses manifestations qui sont aussi des manifestations contre Trump, contre le racisme, etc., etc. Et se joue à Minneapolis un fantasme des MAGA, notamment de la frange la plus radicalisée des MAGA qui, à l'époque, n'avait pas l'entièreté du pouvoir. Donc c'était sous Trump 1, qui n'avait pas autant de pouvoir qu'elle l'a sous Trump version 2. Donc on dit souvent à quel point la nouvelle version, le nouveau mandat de Trump est encore plus radicalisé parce que tu as tout l'apparatus MAGA qui a presque remplacé en grande partie le parti républicain. Et donc à l'époque, cette partie-là, cette frange radicale des MAGA avait un fantasme. Le fantasme des MAGA, c'était que les manifestations pour George Floyd, donc ces sales gauchistes qui demandent l'abolition de la police, abolish the police, defend de définancer la police, etc., etc. Leur fantasme, c'était de lancer une guerre raciale, de laquelle ils pourraient émerger victorieux en imposant un retour de bâton autoritaire, une répression autoritaire large. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu un avant-après George Floyd, donc notamment dans le Minnesota, j'en parlais. C'est ça aussi qu'il y a derrière. C'est que un des objectifs, et c'est pour ça que Tim Walz exhorte à une résistance pacifique, dit Bélec, et il prépare aussi la garde nationale éventuellement au cas où ça dégénère, c'est que donc là, le meurtre de René Good a relancé encore plus toutes les manifestations massives contre ICE partout au travers des États-Unis, mais particulièrement, encore une fois, dans le Minnesota, à Minneapolis, etc. Et en fait, le fantasme d'utiliser ça, ce truc de dire que c'était une terroriste, tout le pressing dont je vous ai parlé, tout le contexte qu'il y a eu sur les Somaliens, les fraudes aux allocs, la pression qui est mise sur le gouverneur, qui fait qu'il se représente pas, tout le truc, etc., tout le pressing qui est mis sur cet État-là, qui est un État aussi important pour Trump, le fantasme des MAGA, c'est qu'une guerre civile commence. C'est de prendre leur revanche sur les grands mouvements Black Lives Matter qu'il y avait en 2020 et qui ont été un moment un petit peu de renouveau, et on peut dire que c'est un petit peu un des mouvements anti-Trump qui ont pu amener en fait finalement Biden au pouvoir, prendre leur revanche sur la guerre civile raciale qu'ils auraient voulu voir commencer pour sécuriser leur pouvoir à eux et qu'ils n'ont pas vu commencer. Et donc c'est recommencer ce fantasme de guerre civile raciale. Fantasme de toutes les extrêmes droites occidentales depuis la Révolution française. Oui, totalement. C'est aussi pour ça que l'assassinat de René Good, c'est pas juste une bavure policière parmi d'autres aux États-Unis, comme les flics et particulièrement ICE butent à tire-larigot des gens, etc. Ils ont aussi buté des immigrés à Portland récemment. Donc voilà. Donc de toute façon, le body count de ICE est assez élevé. Mais c'est pas juste un meurtre en plus. C'est un meurtre supplémentaire. Alors d'une femme blanche déjà, donc c'est symbolique. Mais vous allez voir comment aussi le symbole de la femme blanche est aussi utilisé contre elle pour justifier son meurtre. Et on va voir ça après dans la dimension genrée. Je vais finir sur la dimension genrée du meurtre. Mais aussi, c'est un meurtre qui arrive dans un contexte où Trump essaye d'asseoir en plus, encore plus puissamment, sa répression autoritaire, essaye de casser toute possibilité de résistance et de démarrer cette guerre civile raciale qui lui permettrait de se débarrasser définitivement en fait de toute résistance politique et même,
Je sais pas si c'est un soupçon qui commence de plus en plus à monter dans la société, notamment politisée aux États-Unis, mais de s'en prendre aux élections, tout simplement. Parce que dans ce contexte-là, où il met la pression directement à des gouverneurs, où ils sont sous menace terroriste permanente, où tu as des influenceurs d'extrême droite qui font des fake news, des milices fascistes, etc., qui amènent justement à ce truc d'attiser les tensions absolument au maximum pour pousser à une guerre civile, de la part de gens qui ont déjà nié le résultat de l'élection en 2020-2021. Même les normies commencent à avoir peur qu'ils ne respectent pas le résultat du midterms. Ok, d'accord, ça me rassure. Je me dis que je suis pas le seul. Mais c'est ça, c'est que là, la crainte, c'est que Trump soit truc les midterms, soit respecte pas les résultats, soit même mettre tellement de pression et d'intimidation politique que les démocrates ne puissent pas faire campagne normalement. Et en fait, c'est l'objectif. C'est d'empêcher les démocrates de faire campagne normalement et de garder absolument le pouvoir. Parce que les midterms, les élections de mi-mandat, en fait, les gens, c'est toujours une sanction des 2 premières années du président. T'as le président qui est élu, 2 ans plus tard, t'as les élections de mi-mandat, 2 ans plus tard, t'as les autres élections présidentielles. Donc les élections de mi-mandat, c'est assez important pour confirmer ou sanctionner la politique qui a été mise en place. Vous imaginez que les élections de mi-mandat sont présumées comme étant très favorables aux démocrates parce que globalement, Trump, tout le monde le déteste. Mais du coup, oui, c'est la crainte que Trump soit ni le résultat des élections de mi-mandat, soit directement, en fait, les manipule pour asseoir encore plus son pouvoir et pour éviter de se retrouver cette fois-ci au Congrès avec une majorité très claire contre lui. Tweet de Hassan qui résume bien la situation. Ah, merci. Les républicains agissent comme s'il n'y avait plus d'élections, soit dit en passant. Et qui fait écho à ce que disait Trump pendant la campagne présidentielle précédente, où il disait que si les Américains votaient pour lui, ils n'auraient plus jamais à voter de leur vie. Rappelle qu'il a dit ça pendant les élections. Alors évidemment, on peut dire parfois c'est le vieux fou qui divague, ou alors parfois il dit ça en le jetant un petit peu comme une grenade dégoupillée pour voir s'il l'utilise ou pas, parce que au pire, si t'as dit tout et son contraire, du coup, t'es sûr de pouvoir faire ce que tu veux. Mais là, de plus en plus, on se rappelle de ce qu'il a dit pendant l'élection. J'ai vu une vidéo d'un gars qui dit que Trump a besoin d'une guerre pour éviter les élections. D'où wartime recruitment, recrutement en contexte de guerre. Pourquoi la police aux frontières prépare un recrutement wartime, en temps de guerre? C'est peut-être parce qu'il a compris qu'il a intérêt à une guerre civile pour se maintenir au pouvoir, quoi. Et donc, il essaie à tout prix de la provoquer absolument partout. Et quel meilleur endroit que Minneapolis, là où ont commencé les émeutes et les manifestations Black Lives Matter. Parce qu'en dehors de l'élection de Mme Daniel à New York City, il y a eu des élections un peu partout, et notamment en Virginie, qui indiquent un énorme chiffre démocrate. Mais même à Miami, bastion républicain s'il en est. Et Dieu sait que les républicains s'étaient battus pour ce bastion, parce que la Floride n'a pas toujours été entièrement républicaine. Mais même Miami, qui est tombée dans les mains d'une mère démocrate. Donc, t'as beaucoup de bastions républicains intenses, notamment républicains particulièrement MAGA, qui tombent progressivement les uns après les autres. Et on a beaucoup parlé de Mamdani, mais il y a eu un début de vague démocrate. Et là, Trump, il est en mode, non, faut absolument arrêter cette vague démocrate. Il y a une grosse manif anti-ICE au Kansas. Même au Kansas, il y a des manifs anti-ICE, bordel. Je voulais finir, du coup, pour finir sur le meurtre de René Good, pour essayer de défendre l'agent qui a buté René Good. Ils ont sorti la vidéo parce qu'il filmait avec son téléphone. Il y a le POV de l'agent, en fait, qui a été sorti pour essayer de faire un contre-feu et essayer de prouver qu'il avait raison de la buter. Bon, tout ce que ça a prouvé, c'est juste que c'était une petite bite. Donc là, on a l'agent qui sort, la voiture de René Good. Donc on le voit faire le tour de la voiture. Et la meuf qui dit That's fine, dude, I'm not mad at you. Elle est en train de manœuvrer pour être en mode vas-y, je m'écarte de là. Elle lui dit I'm not mad at you. Genre en mode, elle lui dit je t'en veux pas, ça va, je t'en veux pas, c'est bon, je passe, t'inquiète, etc. Il continue de faire le tour et le mec masqué qui vient. Et donc ça c'est sa femme, donc c'est la femme de René Good, parce que René Good est donc dans une relation lesbienne. En fait ce qui est intéressant c'est que René Good, c'est un couple butch-femme. Donc t'en as une qui a les cheveux courts, qui est clairement un peu plus butch, etc. L'autre qui a les cheveux longs, etc. Donc quand il voit René Good au début, il voit une femme, il se dit c'est une libérale, tu vois à la con, mais bon, il voit une femme, voilà, etc. Et là qu'est-ce qu'il se rend compte ? Il se rend compte qu'elle n'est pas protégée par un homme, mais qu'il y a une sale devant elle, qui parle de elle en disant nous, comment ça ? Et donc il croise donc sa femme, qui est donc aussi avec son sifflet autour du cou, là vous voyez le sifflet orange, et donc qui lui dit ça va, on change pas nos plaques tous les 4 matins, hein, tu peux le filmer, mais la plaque elle va pas, genre elle est en mode, t'as juste à relever la plaque, genre relève juste la plaque, c'est bon, relève la plaque, c'est notre plaque d'immatriculation, prends-la en photo si tu veux, t'inquiète, elle bougera pas, tu vois, genre tu sais, et c'est le truc qu'on avait dit après le meurtre de Naël, tu vois, en vrai.
au lieu de buter des gosses, vous relevez la plaque et vous allez les voir. Et vous trouvez votre identité parce que vous avez de quoi relever les plaques et pister les gens. Vous n'avez pas à buter des gamins. Bref. Donc voilà, donc le même truc, bref. When you come talk to us later. That's fine. US citizen. You wanna come at us? Donc il refait le tour de la truc. You wanna come at us? I say go get Et donc là, la meuf qui dit ah tu veux t'en prendre à nous, yourself some lunch, big boy. Go ahead. Elle lui dit ah et si tu te faisais à manger Big Boy, donc voilà en mode elle lui dit bon allez va manger ton sandwich. Et ce qu'on voit à ce moment-là, méditation aussi, on voit à ce moment-là qu'il change le téléphone de main. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est au moment où il réalise que c'est une lesbienne, et en plus qui ose être légèrement défiante, elle l'a pas insultée. Elle lui a pas dit va te faire foutre. Elle lui a dit ah ça va, écoute grand garçon, ça va grand gaillard. On va rester là, on va se recroiser. T'inquiète, va manger un sandwich, on va se recroiser. De toute façon, tu peux prendre notre plaque, tu vois, genre. À ce moment-là, on le voit changer de main. Pourquoi changer de main ? Parce que il avait son téléphone de la main qui tient son flingue. Alors du coup, il faut bien changer de main pour pouvoir sortir son flingue. En fait, c'est à ce moment-là qu'il a prémédité le fait de sortir son flingue. C'est à ce moment-là où cette Butch ose l'émasculer, où il se rend compte en fait qu'il est face à une femme qui ose se montrer défiante envers lui et donc il se sent émasculé. Sa défense, c'est qu'elle a été condescendante. C'est le point de discours en effet des MAGA, c'est qu'elle a osé être condescendante envers lui. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Je vais finir la vidéo. I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Donc il fait le tour comme un abruti au lieu de faire le tour de l'autre côté parce que bah évidemment, donc voilà. Et donc voilà, donc il y a les coups de feu, etc. Ce qui est intéressant, oui, parce qu'évidemment, condescendance vaut assassine, bien évidemment. Peine de mort pour condescendance. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi la dynamique genrée. C'est la dynamique lesbophobe. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il voit sa femme, il se rend compte que c'est une lesbienne, qu'elle est visiblement queer, elle est plus visiblement butch que Renée Good, qui pourrait passer pour une mère de famille classique, tu vois, bon. Mais c'est la présence aussi d'une femme masculine qui lui tient tête. C'est la réalisation que cette femme ne sera pas protégée par un homme, qu'elle n'est pas sous l'autorité d'un autre homme avec qui il risque d'avoir une concurrence, etc. et jouer la concurrence masculine ou alors dire à un homme allez, occupe-toi de ta femme, etc. Mais que ça ose être deux femmes, etc. C'est à ce moment-là qu'il change son téléphone de main et qu'il se prépare à sortir son flingue. Et dans la tête des MAGA, cette vidéo innocente le mec. Alors qu'on voit clairement qu'à partir du moment où il voit qu'elle est lesbienne, il se prépare à sortir son flingue. Et en fait, c'est ça qui est une folie, c'est que ça s'arrête pas là. C'est que même une fois Renée Good morte, il y a eu donc un mémorial à sa mémoire qui a été érigé à l'endroit où elle a été tuée. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les fachos ? Bah, ils sont allés saccager le mémorial, bien évidemment, le premier truc qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les fachos en ligne ? Ils ont commencé à diffuser une fake news disant que je te suis clairement Cassandre, mais je pense que c'est beaucoup moins conscientisé de la part du meurtrier que ton propos peut le laisser entendre. Ah non, mais je le conscientise parce que c'est des trucs, c'est de l'ordre psychologique à ce stade. Encore une fois, pourquoi je vous parle de ICE, de la sociologie des mecs de ICE, de pourquoi c'est beaucoup des gens qui viennent des milices fascistes, etc. C'est que c'est des gens qui ont des schémas psychologiques, des schémas d'ordre psychosexuel, voilà, pour employer un terme cher à nos chers féministes, des schémas psychosexuels qui n'ont pas besoin d'être analysés ou de pas avoir besoin, etc. C'est juste, ils voient une femme, si c'est pas une femme qu'il peut dominer, il se sent émasculé. Je rappelle que les mecs de ICE, c'est le bas du panier dans la société états-unienne et le haut du panier en termes de radicalisation. Radicalisation raciste, mais aussi radicalisation sexiste. C'est des gens qui croient en un ordre hiérarchique strict. Et donc, des gens qui croient en cet ordre hiérarchique strict, évidemment, il se dit pas « Ah, elle est lesbienne, je vais la tuer », mais simplement, il est pris d'un sentiment d'humiliation. Parce qu'on lui parle pas comme ça, même pas sa propre mère. Tu vois, genre, tu sais, t'as un truc de... Mais en fait, c'est parce que c'est un truc qui se retrouve beaucoup. Pourquoi je fais toute cette psychanalyse ? C'est que c'est un truc qui se retrouve beaucoup dans les discours de la droite en règle générale. La droite traditionnelle représente beaucoup les démocrates, les liberals, comme quelque chose de féminisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se retrouve dans la façon dont les Reagan, dont les néolibéraux en règle générale, dans leur discours politique, ont eu tendance à féminiser l'État social. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les droitards, quand ils parlent des politiques de redistribution, ils parlent du nanny state, donc l'État nounou.
Donc c'est toujours un État qui est féminisé, qui prend soin, qui est donc faible, qui est ridicule et qui fait penser à la castration maternelle, qui fait penser à ta mère qui voulait pas que tu sortes pour faire les 400 coups avec tes potes, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est pas un truc qui est conscientisé, mais c'est ce que par exemple Chantal Mouffe peut appeler des chaînes d'équivalence. C'est-à-dire que c'est pas un truc où tu te le dis rationnellement, mais c'est des associations d'idées et de concepts et d'affects. Et en fait, tu associes l'affect de son sentiment d'humiliation, soit par ta mère qui voulait pas que tu sortes et qui voulait que tu fasses tes devoirs alors que c'est pour les poussis, soit parce que c'est cette meuf qui a pas voulu que tu la baises, soit parce qu'en fait, toute cette humiliation est liée dans le discours politique à la féminité, aux femmes qui osent te mépriser et qui osent ne pas te traiter comme un roi, et donc est liée à l'État, aux démocrates, aux libéraux qui veulent des mamans partout, qui veulent que l'État soit comme ta maman et comme ta nounou qui te contraint, etc. Donc encore une fois, c'est pas un truc conscientisé, mais c'est une chaîne d'équivalence des affects. Donc c'est pour ça évidemment que moi je vous fais la psychanalyse de ce qui s'est passé. Mais pour moi cette dimension genrée elle peut pas être ignorée, parce que moi quand j'ai vu ces images-là du POV du flic, la première chose que je me suis dit, c'est si c'était un mec qui avait parlé au flic, si à la place de croiser une butch liberal, il avait croisé un mec un peu baraque, un père de famille, est-ce qu'il l'aurait buté? Bah je pense pas. Je pense très sincèrement que si ça avait été un couple hétéro, ça serait pas fait buter. Oui, un mec blanc, attention, oui, ça avait été un mec noir là pour le coup, oui. Et qu'est-ce qui me fait encore plus dire ça? Là, peut-être que je suranalyse par rapport aux fake news qui sont sortis de l'extrême droite. Notre représentation aurait pu amener au même résultat tout avant 6 mois. Non, mais peut-être. Non, mais attendez, les gens, je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que totalement. Non, je dis pas que c'est la vérité absolue, que si ça avait été que si elle avait été en couple hétéro et que c'était un mec qui l'avait filmé, etc., l'avait intimidé, qu'il l'aurait pas buté. Ça, peut-être pas, parce que aussi, t'as aussi les trucs de concurrence de bites en mode ah bah ouais, tu veux me restreindre, bah tu vas voir ce que j'en. Tu vois, genre voilà, j'en sais rien. Je dis simplement que c'est la pensée que j'ai eue spontanément quand j'ai vu cette vidéo. C'est vraiment le truc de ah ouais, d'accord. Parce que c'est aussi ça, le fucking bitch à la fin, tu vois. Genre, littéralement, ils se sont dit qu'ils allaient sortir une vidéo où après que le mec ait buté la meuf, il l'appelle fucking bitch. Ils se sont dit que ça allait l'innocenter. Bref. Mais pourquoi c'est mon analyse de base? Encore une fois, peut-être que c'est pas forcément vrai. Mais c'est aussi que dans toute la propagande de l'extrême droite qui a suivi, bon, évidemment, t'as la propagande de l'officialité qui dit que simplement, cette meuf était une terroriste qui a voulu s'en prendre à lui. Bon, évidemment, c'est une folie. Mais t'as aussi la propagande des influenceurs d'extrême droite états-uniens qui ont commencé à diffuser une fake news, lesbophobes, qui ont commencé à dire que, apparemment, l'ex-mari de Renee Good, parce qu'en gros, Renee Good, elle a 2 enfants d'une précédente union avec un ex-mari, et en gros, c'est une fratrie recomposée où t'as les 2 plus âgés qui ont leur père d'une précédente union de Renee Good, et le plus jeune, celui qui a 6 ans, d'une précédente union d'une autre union où le père est mort. En gros, l'enfant de 6 ans est déjà orphelin de père. Et donc, en gros, l'extrême droite a commencé à diffuser, notamment, t'as certains comptes sur TikTok, qui ont commencé à dire que, apparemment, l'ex-mari de Renee Good, père de ses enfants, aurait accusé sa femme, Becca, de maltraitance envers ses enfants, à base de brûlures de cigarettes sur les bras des gosses, etc. Et que la femme de René serait une femme maltraitante et violente, etc., etc. Le rapport, il n'y en a aucun. Le seul rapport, c'est déjà de dire que ce n'étaient pas des bonnes mères, ce n'étaient pas des bonnes femmes, et d'associer son lesbianisme à de la violence envers les enfants. Alors que c'est faux, by the way, c'est faux. C'est une fake news. Ça n'existe pas. Genre, je crois que t'as le grand-père des gosses qui est un peu en mode oh là là, qui a l'air un peu de pas trop apprécier que René soit en couple avec Becca, mais il a jamais dit un truc de. Il n'y a jamais eu le moindre truc, la moindre accusation de cette nature, etc. C'est faux, c'est monté de toutes pièces. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une fake news qui accuse la femme Butch de Renee Good de violence envers les enfants sous l'autorité d'un ex-mari fictif qui n'a jamais dit ça? C'est en gros comme Naël et le fameux casier. En fait, c'est ça, c'est que tu vas essayer de jeter le déshonneur sur la personne qui est morte, ou du moins sur l'entourage de la personne qui est morte, ou du moins sur sa femme qui sera accusée peut-être d'avoir provoqué sa mort en ayant provoqué et insulté l'agent, alors que c'est même pas vrai. Et du coup, là-dedans, quel script est-ce que tu vas utiliser? Les scripts assez classiques de la lesbophobie. Des mauvaises mères, des mères alcooliques et violentes, des femmes qui fument et qui sont violentes envers les gosses, etc., etc. Des lesbiennes qui sont des femmes déchues, des mauvaises mères, des mauvaises femmes, et donc finalement pour lesquelles il faudrait surtout pas verser une seule larme. C'est une façon de légitimer absolument tout ça. Mais le fait que ce soit un cliché lesbophobe aussi typique, désolé, c'était ce qui était utilisé depuis toujours pour séparer les couples de lesbiennes, notamment si vous avez vu le film Carole, c'est exactement ça, c'est présenter le lesbianisme et tout ce qui est fantasmé comme étant autour, comme un potentiel de violence envers les enfants qui vont être qui vont avoir le cerveau complètement détruit par le fait que c'est 2 mères et qu'elles n'ont pas de repère de père, etc.,
Genre, c'est le script lesbophobe classique qui est utilisé contre elle. C'est pour ça que j'ai eu cette pensée de si ça avait été un homme qui l'avait croisé à l'extérieur de la voiture, est-ce qu'il l'aurait... Parce que, bon, à un moment, genre la meuf, elle dit nous, elle s'apprête à rentrer dans la voiture, etc. Alors évidemment, on peut pas post-rationaliser à partir du fait qu'il y a eu des fake news lesbophobes contre elle pour faire un contre-feu au déluge de soutien qu'il y a eu pour Renée Good, parce qu'en vrai, il y a eu aussi un déluge de soutien pour elle, parce que c'est horrible et tout le monde a vu en 4K qu'elle s'est fait buter. Évidemment, on peut pas rationaliser à partir du fait que les gens ont été lesbophobes envers une meuf lesbienne qui s'est fait buter. Mais t'es obligé de te dire à quel point est-ce que la dimension non seulement genrée, mais aussi sexuelle, enfin d'orientation sexuelle, était présente dans ce qui a mené à ce meurtre. Et encore une fois, c'est une réponse, c'est une question, on n'aura jamais la réponse, mais tu peux pas ne pas te poser la question. Je pense que c'est vraiment le fait qu'elle joue sur sa masculinité, le fait que Becca et Butch l'appellent Big Boy. Bah oui, une Butch qui l'appelle Big Boy, c'est rien de tel pour les masculins mec hétéro. Mais bref, donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.